Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, je ne reviens pas sur les éléments que j'ai déjà largement détaillés dans mon propos lors de la discussion générale et qui répond à une grande partie des intervenants précédemment. En tout cas, pour ces amendements, évidemment, avis défavorable. Merci. En réponse, Madame Obono, vous avez la parole. Oui, étant donné que c'est le seul texte portant sur les Outre-mer, j'aurais espéré, Monsieur le ministre, que votre réponse, soi-disant, soit un peu plus conséquente, puisque nous avons interpellé, et d'autres collègues ont interpellé, sur les problèmes structurels qui sont en partie à l'origine de l'accentuation de l'épidémie, et y compris sur les mesures d'urgence qu'il faudrait mettre en œuvre dès maintenant. Vous avez balayé, et votre majorité, en refusant un certain nombre des amendements que nous avions posés, toutes les propositions très concrètes que nous avons faites sur les Outre-mer, mais de manière générale depuis plus d'un an. Je voudrais revenir, y compris sur un terme que le rapporteur a repris à son compte, sur l'aller vert, le soi-disant aller vert mis en place par le gouvernement, qui n'est absolument pas un aller vert. Parce que si c'était le cas, vous auriez accepté l'amendement que nous avions proposé sur ce sujet et vous l'avez rejeté. Je voulais rappeler la nécessité fondamentale, en vérité, de mettre en place une véritable politique d'aller vert, c'est-à-dire une politique de santé communautaire qui implique réellement la participation de la communauté à l'amélioration de sa propre santé, qui s'appuie sur les connaissances, l'expertise de ces populations, des associations, des collectifs, en Outre-mer en particulier, qui sont des territoires qui connaissent d'autres vagues épidémiques et qui ont développé des expertises. Il y a, de notre point de vue, non seulement un recul des droits et des libertés à travers ce texte, mais un refus et un mépris même des populations auxquelles il s'agit, de votre point de vue, de déverser des campagnes de communication ascendantes qui rappellent une posture qui est y compris perçue de manière néocoloniale, au lieu de partir de la population et de la mobilisation. Et ce qui explique, de notre point de vue aussi, les fortes réticences dans la population vis-à-vis de votre politique. Voilà pourquoi c'est un échec et voilà pourquoi nous refusons de voter cet article. C'est un amendement qui concerne le territoire de la Guyane, comme pour l'ensemble des autres territoires. Et comme l'exprime l'ensemble des amendements que nous avons déposés, nous souhaitons refuser et nous nous opposons à la prolongation de l'état d'urgence en Guyane. Rappelons que c'est tout de même le seul département français qui a été en état d'urgence depuis le 17 octobre 2020. Et si cette prolongation était adoptée, cela fera plus d'un an que nos concitoyens et concitoyennes seraient soumis à ce régime. D'autant que, durant toute cette période, votre gouvernement n'a pas mis en œuvre la politique nécessaire, la planification pour permettre d'assurer la protection sanitaire de la population. L'échec de la campagne de vaccination en est un exemple. Dès la mi-août, le Conseil scientifique rappelait à quel point vos mesures étaient un échec. Au 18 août, seuls 24% des Guyanais et Guyanaises avaient reçu une dose, contre 71% pour l'Hexagone. Et plus généralement, il nous semble que le texte, et ça fait partie des critiques que nous avons sur ce texte, ne prend pas en compte la réalité de la sous-dimension sanitaire des infrastructures. Je le disais plus tôt, la Guyane est un des départements du territoire qui sont le plus touchés par la sous-densité. En Guyane, seuls 42% de la population est concernée, contre une moyenne en France de 5,7%. Il y a des problèmes structurels auxquels vous avez refusé de vous attaquer depuis 4 ans. Et la seule réponse que vous donnez, c'est la prolongation d'un état d'exception, de recul des libertés, ce à quoi nous nous opposons. Il s'agit d'un amendement qui porte sur la situation à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy notamment, qui
de notre point de vue, est un exemple criant de votre, non seulement manque de planification, d'anticipation, mais aussi de l'échec de votre politique. En 2018, en juin 2018, il y a 3 ans, j'interpellais ici même la ministre des Outre-mer suite à un déplacement effectué en Guadeloupe où j'avais l'occasion de rencontrer notamment des soignants et soignantes du CHU de la Guadeloupe qui avaient été en partie détruits par un incendie. Qui, encore aujourd'hui, n'est pas en capacité à 100% d'accueillir l'ensemble des patients et patientes, sans même parler d'une situation comme l'état de pandémie, le quotidien depuis des années. Et ce n'est pas simplement moi ou le groupe de la France Insoumise, mais je crois tous les élus de Guadeloupe interpellent les gouvernements successifs, et notamment le vôtre, sur cette situation. Les interpellations viennent aussi de la société civile. Je pense à l'action menée notamment par le collectif LKP qui avait interpellé au début de la pandémie sur la gestion de la crise sanitaire et notamment les conditions dans lesquelles un certain nombre de matériel était envoyé dans les Outre-mer. Ces mêmes collectifs qui demandent aujourd'hui qu'il y ait une commission d'enquête sur cette gestion, une demande que nous soutenons, à laquelle nous avions apporté un certain nombre de contributions lors de notre propre commission d'enquête. Il nous semble, de ce point de vue, que le fait que vous ayez refusé notamment l'amendement porté par notre collègue Jean-Yves Rattnon sur la nécessité de mettre en place dans chaque territoire un comité de suivi avec des représentants de l'État, de la santé, des élus, des personnalités qualifiées et des citoyens pour justement assurer la mise en place des mesures et la transparence de votre gestion est exemplaire de votre mépris et de votre incompétence en la matière. Il s'agit d'un amendement concernant la situation à Saint-Pierre et Miquelon. Il nous semble également que le gouvernement procède d'une manière qui est un contresens complet depuis le début de cette pandémie, aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, y compris dans des territoires qui sont dans une situation très différenciée, cela a été dit, et même quand aujourd'hui, et même si aujourd'hui, sur certains territoires, il y a une tension épidémique moindre, ce que nous devrions discuter, plutôt que d'y prolonger l'état d'urgence, ce sont justement des mesures qu'il faudrait mettre en œuvre pour anticiper, pour protéger la population, pour s'assurer que ces mêmes territoires ne dépendent pas de l'aide d'autres territoires qui sont eux-mêmes sous-dimensionnés au moment où ils seraient soumis à de nombreuses vagues. C'est le cas à de nouvelles vagues, c'est le cas de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, dont l'amendement numéro 7 traite également, et donc j'aurais défendu sur ce point cet amendement. Or, là encore, ce texte est considéré comme une formalité technique qui fait fi de la nécessité urgente réclamée depuis des années et qui est encore plus urgente aujourd'hui en termes de pandémie, d'investir, de revaloriser les statuts des soignants, et que vous pourriez mettre en œuvre dès à présent, mais que vous refusez, en utilisant des mesures autoritaires d'état d'urgence pour cacher l'échec de votre politique sanitaire, mais aussi sociale et économique sur ces territoires. Madame Obono, sur l'amendement dans cette discussion commune, qui est similaire, mais... Alors oui, c'était un amendement qui visait à exclure la Nouvelle-Calédonie pour le coup des mesures du gouvernement, dont l'amendement change un petit peu la nature, mais l'esprit reste le même, et l'argumentation portée sur les autres territoires s'applique de notre point de vue. Notons tout de même que, étant constitutionnellement obligé de le faire, il est à noter que l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie a été
consultés. Il est dommage que ce ne soit pas le cas, en tout cas que des dispositifs de véritable discussion et de prise en compte de la parole des élus ne le soient pas mis en place dans d'autres territoires comme nous le proposions. Dans la logique de ce que nous avons défendu, nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie ne participe pas de cet état d'urgence sanitaire, que par contre une autre politique soit menée sur ce territoire. Je comprends le yaka faucon, je comprends aussi l'appétit électoral pour les Outre-mer à quelques semaines de l'élection présidentielle et des élections législatives. Je vois bien le procès qui peut nous être fait. J'aime la politique, la démagogie un peu moins. Je vous remercie. Madame Obono, vous souhaitiez intervenir. Bien entendu, je pense que le ministre aurait peut-être mieux fait de se taire comme il le fait depuis le début plutôt que d'intervenir, surtout si c'est pour Madame afficher... Obono, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, je pense que les termes étaient suffisamment clairs sans être insultants, mais je pense que, par exemple, considérer que ce que nous faisons depuis 4 ans et les propositions que nous posons depuis 4 ans, notamment notre collègue Jean-Hugues Grattenon, sur les questions des Outre-mer, ne serait qu'une stratégie électoraliste. Je pense que c'est l'expression d'un mépris, d'une condescendance, d'une forme de paternalisme néocolonial exprimé vis-à-vis de nos concitoyens, parce que les ultramarins ne seraient pas des citoyens vis-à-vis desquels défendre un accès à l'eau égalitaire, vis-à-vis desquels défendre l'accès à la santé, vis-à-vis desquels défendre l'accès à l'éducation ne serait que de la propagande électorale du clientélisme. Je trouve que c'est un mépris absolument insupportable et effectivement, plutôt que de dire ce genre de bêtises, vous devriez accepter nos propositions que nous faisons depuis 4 ans sur ce sujet et qui sont tout à fait cohérentes. Non, nous ne pensons pas que la restriction des libertés, où que ce soit la réponse adéquate. Et c'est l'échec de votre politique depuis plus d'1 an qui amène à ce type de mesures. Alors, sur ces amendements sont des amendements après article qui formulent des propositions. On a eu suffisamment ce débat-là avec l'excuse que la France insoumise, soi-disant, ne proposait rien, ce qui n'est faux. Mais là, précisément, et franchement, collègues, je pense que le travail fait, que ce soit à la commission d'enquête, mais depuis 4 ans, encore une fois, j'étais présente en commission, collègue Ménin, sur votre texte, et moi-même, comme Mathilde Panot, qui était en séance, avions salué l'initiative. Nous avions des critiques, nous avions des amendements de proposition et qui n'ont pas été acceptés. Et nous avions décidé de ne pas, du coup, la voter. Mais nous avions salué cette avancée parce que nous étions et nous sommes toujours dans une démarche constructive. Donc oui, nous prenons le temps de discuter parce que pour nous, ce texte n'est pas un texte technique. Et je crois que pour nos concitoyens et concitoyennes, ce n'est pas un texte technique. Nous avons, depuis 1 an et demi, exprimé nos désaccords. Mais nous avons aussi, à chaque fois, tenu à faire des propositions. Là, il s'agit d'une mesure concrète, qu'il s'agit de se servir des outils qui existent déjà. Et donc, le minimum de respect serait d'écouter et de répondre sur le fond. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ici voter la mise en place d'un dispositif qui est déjà utilisé et qui est du domaine de la loi et qui permettrait de répondre à la situation d'urgence sanitaire qui, aujourd'hui, fait des ravages et participe à l'accentuation. Et donc, si ce n'est pas par respect pour nous et le travail que nous faisons depuis 4 ans, au moins respecter le fait que nous soyons, comme vous, attachés à sauver le maximum de vies et que c'est le sens de nos amendements. C'est le minimum qu'on vous demande sur ce sujet qui est aussi pour nous une question dévastatrice par rapport aux responsabilités que nous considérons avoir, comme vous, vis-à-vis des Outre-mer. C'était donc la défense de l'amendement. Alors, sur ces amendements sont des amendements après article qui formulent des propositions. On a eu suffisamment ce débat-là avec
l'excuse que la France insoumise, soi-disant, ne proposait rien, ce qui n'est faux. Mais là, précisément, et franchement, collègues, je pense que le travail fait, que ce soit à la commission d'enquête, mais depuis 4 ans, encore une fois, j'étais présente en commission, collègue Ménin, sur votre texte, et moi-même, comme Mathilde Panot, qui était en séance, avions salué l'initiative. Nous avions des critiques, nous avions des amendements de proposition et qui n'ont pas été acceptés. Et nous avions décidé de ne pas, du coup, la voter. Mais nous avions salué cette avancée parce que nous étions et nous sommes toujours dans une démarche constructive. Donc oui, nous prenons le temps de discuter parce que pour nous, ce texte n'est pas un texte technique. Et je crois que pour nos concitoyens et concitoyennes, ce n'est pas un texte technique. Nous avons depuis 1 an et demi exprimé nos désaccords, mais nous avons aussi à chaque fois tenu à faire des propositions. Là, il s'agit d'une mesure concrète, qu'il s'agit de se servir des outils qui existent déjà. Et donc, le minimum de respect serait d'écouter et de répondre sur le fond. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ici voter la mise en place d'un dispositif qui est déjà utilisé et qui permettrait, qui est du domaine de la loi et qui permettrait de répondre à la situation d'urgence sanitaire qui, aujourd'hui, fait des ravages et participe à l'accentuation. Et donc, si ce n'est pas par respect pour nous et le travail que nous faisons depuis 4 ans, au moins respecter le fait que nous soyons, comme vous, attachés à sauver le maximum de vies et que c'est le sens de nos amendements. C'est le minimum qu'on vous demande sur ce sujet, qui est aussi pour nous une question dévastatrice par rapport aux responsabilités que nous considérons avoir, comme vous, vis-à-vis des Outre-mer. C'était donc la défense de l'amendement. Alors, nous avons une demande de prise de parole de Madame Obono. Oui, et je voulais appuyer cet amendement du collègue Le Seul, d'autant qu'il rejoint celui que nous avions déposé et qui a été jugé irrecevable, et pour réagir à la réponse du ministre sur ce dispositif qui proposait d'afficher les noms des élus absents et absentes. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que ces élus sont absents et absentes, comme beaucoup malheureusement de dispositifs censés être de concertation. Souvent l'objet de l'ordre du jour et l'objet des décisions prises et comment les décisions sont prises fait en sorte que les élus n'y trouvent pas la place et encore plus les citoyens et les collectifs. Et donc peut-être que s'il était rendu compte de la réalité des débats, on l'a vu depuis le début de l'épidémie, c'est vrai en Outre-mer, mais c'est vrai de manière générale, la démocratie sanitaire n'a pas été véritablement à l'œuvre et le fait de organiser des réunions soi-disant de concertation où en vérité les représentants de l'État viennent annoncer ce qui a déjà été décidé et les élus sont simplement là pour cocher un acte de présence, n'est pas de notre point de vue, comme ça a pu être fait par ailleurs, une réponse adéquate. Et peut-être que c'est pour cela que ces demandes sont renouvelées et que les comités actuellement tels qu'ils sont organisés ressemblent pour beaucoup à des coquilles vides. Si vous êtes ouverts à l'amélioration, comme nous le proposions par exemple en incluant des citoyens et citoyennes tirés au sort, ce qui permettrait peut-être aussi d'engager un dialogue avec, dans la population, celles et ceux qui ne sont pas convaincus de la campagne vaccinale et aussi apprendre de ces citoyens et citoyennes sur leurs pratiques véritablement, ça permettrait effectivement d'avancer et de ce point de vue, cet amendement a toute sa place comme ceux que nous avions déposés. Eh bien, monsieur le rapporteur, nous sommes d'accord. Vous êtes au courant de la situation et depuis 4 ans, vous n'avez pas mis les moyens pour y répondre. C'est justement l'objet de cet amendement d'appel, de vous interpeller sur le sujet. Nous aurons et nous continuerons ce débat lors du débat budgétaire sur la sécurité sociale, mais il est quand même assez aberrant que vous considériez que, étant donné la crise qui
justifie le fait de faire cet état d'urgence sanitaire, il n'y aurait pas besoin en fait de se poser de la question de pourquoi est-ce qu'on atteint ce niveau de tension et quelles seraient aujourd'hui, ici et maintenant, les politiques qu'il faudrait mener. Je voudrais juste rappeler que, notamment en Martinique et en Guadeloupe, les soignants et les soignantes ont été les premiers à se mobiliser dans la rue en s'opposant au pass sanitaire, mais aussi pour dire leur rejet de votre politique qui a été menée depuis ces dernières années. Elles sont nombreuses aujourd'hui, alors que ça devrait être les chevilles ouvrières de la campagne de vaccination, ça devrait être les chevilles ouvrières pour mettre en œuvre une politique de santé, à avoir une absolue méfiance, voire une opposition à ce que vous êtes en train de faire. Il serait temps, plus que temps, que vous vous posiez cette question, et c'est le sens de notre demande de rapport, et surtout nos demandes que vous mettiez les moyens, et pas ceux présentés dans le soi-disant Ségur de la santé, qui sont notoirement insuffisants sur l'ensemble du territoire, en particulier en Outre-mer. Voilà pourquoi cette demande de rapport a tout son sens, et surtout, nous et les soignants et soignantes et les hôpitaux en Outre-mer attendent de votre gouvernement, pour le temps qui vous reste, aussi court soit-il, que vous y répondiez concrètement.